Bonjour à tous. Pour pallier les contraintes liées à l'épidémie de Covid, la Société des Amis de Vincennes s'est adaptée. Et nous vous avons proposé pour la saison 2020-2021, vous l'avez vu, des conférences live sur notre chaîne YouTube. Et bien nous en a pris car ce fut un très grand succès avec plus de 115 spectateurs en direct et un nombre de visionnages en replay qui grimpe tous les jours. Merci à tous pour cette preuve de fidélité et d'agilité. Et la très bonne nouvelle, c'est que nous allons donc garder cette formule pour la nouvelle saison 2021-2022 avec un programme qui sera donc double. Des conférences en présentiel à la Maison des Associations de Vincennes comme avant et des conférences live YouTube en plus. Autant dire une très belle saison 2021-2022 qui se profile à l'horizon. Mais trêve de bavardage, je vous laisse profiter maintenant de votre live. Bonne conférence à tous. Nous voici donc en direct. Bonjour à tous. C'est une grande première aujourd'hui puisque nous sommes hors les murs, en duplex, depuis la tour des gardes du château du Vivier-en-Brie, où nous sommes reçus par Gaëtan Delbar, conservateur et grand spécialiste du château du Vivier-en-Brie. Bonjour Gaëtan. On va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va commencer à aborder l'histoire du château qui est très très riche. Donc on va placer, je dirais, le début du curseur au XIIe siècle. Et si vous pouvez nous donner un petit peu quel est l'état, la situation géographique du domaine du Vivier en ce début du XIIe siècle. Alors, le Vivier, au début du XIIe siècle, il n'y a pas grand-chose quand même. Ça ne m'étonne pas. Enfin, je pense réellement, comme c'est souvent le cas, qu'il devait y avoir une station romaine ici. Oui. Parce que c'est souvent ça. On a retrouvé des pièces romaines, je crois Oui, d'ailleurs. on a Je ne sais plus retrouvé, dans quel espace. J'ai vu ça dans votre livre. lors de Passionnant. fouilles archéologiques dans les années 1800-1830, Ouais. il y a eu de grosses fouilles. Ouais. Ils ont retrouvé une... Ah, c'est rien, c'est une bougie. C'est rien. Et ils ont retrouvé une voie romaine qui est Ouais. enterrée sous 2 mètres de terre. Ouais. Et donc une voie qui était très très fréquentée, hein, et qui maintenant ils ont goudronné et tout ça. Et on a retrouvé des monnaies romaines, des monnaies de tout âge. Alors, ça ne veut pas dire forcément, quand on retrouve des monnaies romaines, que les Romains étaient là. Parce que la monnaie romaine, on l'utilise... même après, jusqu'au oui, Moyen-Âge, oui, c'est ça. oui, oui, durant le bas Moyen-Âge. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Durant le haut Moyen-Âge, pardon, Le début du Moyen-Âge, on utilisait encore les monnaies romaines. Donc, est-ce qu'elles ont été perdues à ce moment-là ou... Mais je pense, de toute façon, les Romains passaient par là. Et avoir une station romaine ici n'est pas forcément une idée complètement débile. Parce c'est un que lieu de passage, hein, c'est bah ça. oui, c'est un lieu de passage. Et je pense qu'il devait y avoir une celle-là ici aussi, un genre de petite chapelle antique. Et aussi les étangs. On a des traces des étangs depuis le VIe siècle. Et on sait qu'ici, il y avait... donc on glorifiait un dieu des étangs ici au Vivier. Puisque ça a d'abord été des marécages qu'on a asséchés en faisant des étangs et qui sont devenus par la suite des viviers, d'où le château du Vivier. Et si on revient un petit peu plus dans le XIIe siècle, ici c'est une marche, c'est ça, hein, donc c'est Oui, un oui. espace de transition entre deux blocs. C'est-à-dire que les seigneuries se formant, les comtés, les duchés, tout ça, il va y avoir un genre de frontière qui va se former entre la Brie champenoise avec les comtes de Champagne et la Brie française avec le royaume de France. Et donc, il va y avoir non pas une frontière très définie, mais plutôt une marche. C'est un genre de frontière. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Oui, il y a ça auprès plein de... C'est les rois de France à la lisière de beaucoup de duchés, on retrouve les marches de Bretagne, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, on trouve ces zones tampons dont le Vivier faisait partie. Alors maintenant, on va peut-être transiter sur l'arrivée des premières sources et des premières preuves de bâti. Donc, quand arrive la première trace d'un bâti au Vivier? On a des traces à partir de 1245, un acte notarié qui nous parle du chastel du Vivarium in Bria, qui est le donjon des Garlandes avec le petit corps de garde. Et ce donjon des Garlandes avec ce petit corps de garde, les Garlandes qui sont les seigneurs de Tournai-en-Brie, hein, qui est la ville juste à côté, après Fontenay-Trésigny, et
ça servira plutôt de tour de guet et certainement de terre d'octroi, hein, puisqu'on est sur une marche et donc ça protège les gens aux alentours. Donc forcément, qui dit protection dit service. Donc qui dit service dit rémunération. Et donc les Garlandes s'est installé un donjon qui est quand même... avec un donjon et un corps royal, un corps de logis, un corps de garde. Pardon, un corps de garde. Que nous montrons actuellement à l'écran, une reconstitution en 3D. Oui, une reconstitution qui a été très bien faite par justement Ludovic Muller, avec qui je travaille, avec Sauve mon château aussi, pour lesquels on fait des reportages. Et non, c'était très bien fait, très cosy un peu aussi, parce qu'il y avait des cheminées, il y avait des fenêtres. Enfin, c'était pas quelque chose d'extrêmement défensif, mais qui pouvait quand même supporter une attaque des trois pèlerins du coin qui voulaient s'exciter un peu. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que ce donjon et ce corps de garde des Garlandes est toujours partiellement visible aujourd'hui, hein. On va vous montrer une illustration. Oui, il est toujours là, le donjon est toujours là, une tour carrée, et qui tient fièrement depuis 1245. Et le corps de garde, alors il nous reste le mur d'un côté, le mur de l'autre côté a disparu. Donc, mais on voit encore la trace, hein, très clairement. C'est vrai quand on est... peut-être je fais un peu d'anachronisme, mais quand on regarde le domaine tel qu'il est actuellement, et vous allez voir de nombreuses illustrations, on voit en effet cette tour carrée surprenante qui dépareille du reste, puisque le reste est postérieur, nous allons en parler, et c'est vrai qui est l'excroissance la plus visible du reste du domaine de Garlande. Oui, tout à fait. Mais il y a encore des beaux restes au Vivier, hein, malgré tout. Évidemment, ouais. Alors, question suivante. Comment ce domaine, donc l'hôtel de Garlande, qui est un domaine privé, va-t-il rentrer dans le domaine, pas encore royal, mais dans le domaine princier? Alors, c'est quand même assez astucieux. À l'époque, on est ce qu'on appelle une suzeraineté, c'est-à-dire que chaque seigneur, chaque duc, chaque comte, chaque marquis a le droit d'avoir ses terres. Il a ses terres, il a éventuellement son armée, hein, et ça peut faire peur au roi de France parce qu'un seigneur, ou un baron, ou un duc peut être plus puissant que le roi. D'ailleurs, le roi va essayer à chaque fois de grappiller les duchés, ce qui est arrivé au duché de Bretagne, hein, avec Anne de Bretagne. D'ailleurs, on va la marier à Louis XII, et puis il y aura plein d'histoires. Et donc, on va essayer de faire ça. Il y a une preuve flagrante de l'époque, le seigneur de Coucy, qui n'était que seigneur, c'est l'un des titres les plus bas dans la noblesse française, et qui était très puissant. Il disait, je ne suis pas roi, je ne suis pas pape, je suis seigneur de Coucy. Il avait fait construire un donjon phénoménal à Coucy, et il a tellement fait peur, et il a fait trembler la famille royale à tel point que Blanche de Cassis, la mère de Louis IX, Saint-Louis, va faire construire la forteresse d'Angers, au cas où le seigneur de Coucy se révolterait. Donc, des choses comme ça, c'est un peu dangereux. Et ici, les seigneurs de Garlande sont très puissants. Et Philippe le Bel, qui ne peut pas racheter directement, c'est trop flagrant. C'est pour ça que c'est pas tout de suite un domaine royal. Non, mais seulement princier. Il va passer de l'argent à celui qui s'occupait des enfants, de ses enfants. Donc Pierre de Chambly, en mars 1294, je crois, et si je ne me trompe plus, il va lui passer en mars 1294, il va lui passer de l'argent, il va racheter le domaine des Viviers au Garlande, et en mai, Pierre de Chambly revend ça à Charles de Valois, le frère de Philippe le Bel. Voilà, donc ça devient princier. Voilà. Et tiens, par comme par hasard, donc c'est pas lui. Il a servi de prête-nom, clairement. Oui. Il a gardé de mars à mai. Alors peut-être qu'entre mars et mai, il s'est dit, bah tiens. Il a changé d'avis. Finalement, c'est pas mon truc, je le revends. Et puis le premier qui est venu, bon voilà, c'était Charles de Valois. Charles de Valois, c'était assez amusant parce qu'il est complètement déglingué, ce bonhomme. On disait de lui qu'il était fils de roi, frère de roi, père de roi, mais jamais roi. Et heureusement. Parce que franchement, déjà, son frère était gratiné. Lui, c'était pire. Hein. Et donc, ça devient la demeure de Charles de Valois. Et donc, lui, il va faire des travaux, par contre. Hein. Il va faire construire un manoir. Et il va faire aménager les étangs comme il faut. Voilà. Et il va recevoir son frère. Et alors, avant de parler un petit peu de ces aménagements, justement, le Vivier aura très très vite les honneurs
puisque le roi Philippe le Bel va venir y loger. Oui, il y vient assez Dans quelles rapidement. circonstances? Il y vient assez rapidement, ce qui peut nous renseigner sur le fait qu'en 1309, le manoir royal est assez terminé, en tout cas, pour loger des invités. Philippe le Bel vient souvent ici, il vient avec sa femme, il vient aussi sans sa femme, et c'est un rendez-vous de chasse, plus qu'une maison royale. Il n'est pas impossible que Philippe le Bel vienne voir son frère pour discuter de l'arrestation des Templiers ici, parce que c'est une maison un sujet voilà. du moment, ouais. Ouais, bah ouais. Et puis ils étaient gratinés les deux, hein. On va pas dire que c'était des pourris, mais presque. Personnage assez implacable, en tout cas. Ah ouais, ils étaient durs. Bah, on disait hein, de Philippe le Bel que c'était un roi de fer. C'était terrible. Et d'ailleurs, je me permets une petite interruption, ça m'évoque dans votre livre, vous racontez une description du personnage, de l'attitude et des postures de Philippe le Bel qui est faite par je ne sais plus qui le compare à un hibou, c'est ça, qui est tout le temps fixe, qui regarde les gens tout le temps, fixement, sans dire un mot. En tout cas, dans sa jeunesse, après, il s'est un petit peu relâché, mais... Ouais, enfin, il s'est relâché. C'est drôle comme... Il aurait dû rester calme quand même, malgré tout, mais... Il a toujours été un roi de fer, mais il disait pas un mot, quoi. Non, il était... glaçant quand on sait que c'est un futur roi. Il était énervé hein, quand même un petit peu. Mais heureusement, il n'a pas duré. Et alors, si une petite transition rapide, mais je trouve une anecdote qui moi, m'a extrêmement surprise. Il s'agit d'une chapelle faite par Charles de Valois, construite par Charles de Valois, mais une chapelle, je dirais, avec une dédicace assez surprenante. Oui, il va dédier une chapelle à saint Thomas Becket. Alors, saint Thomas Becket, à l'époque où on fait cette chapelle au Vivier, saint Thomas Becket est déjà mort depuis pas mal de temps. Hein. Alors, c'est assez étonnant pour l'époque, pour recadrer un peu. On dédie une chapelle à un Anglais. Oui, bah voilà, c'est ça qui est étonnant. Pas n'importe quel Anglais, hein, c'est un personnage très symbolique. Mais... Sachant que saint Thomas Becket se sentait très bien en France, il a été protégé par le roi de France en son temps, contre le roi d'Angleterre qui voulait l'assassiner, puis ils étaient énervés, et puis il avait même demandé saint Thomas Becket l'armée du roi et du pape pour aller foutre en l'air le roi d'Angleterre. Et là, ils se sont dit, on va essayer de les calmer, on les a fait rencontrer, ils s'étaient cachés pendant un long moment à Sens, saint Thomas Becket, et puis à un moment donné, le roi et le pape, ils disent, bon, faites-vous un bisou. Hein, serrez-vous la main. Dans ces termes-là. Voilà. On va passer du Claude François. Et donc, ils se réconcilient, mais, parce que le roi d'Angleterre veut ramener saint Thomas Becket en Angleterre, mais personne n'y arrive. Et là, il se réconcilie, il dit, bon, revenez à Canterbury, vous êtes le bienvenu. Et arrivé là... Ce qui se passe, c'est que saint Thomas Becket revient en se disant je vais revenir comme ça, je vais, comme un cancer après la chimio, je vais me mettre bien à l'intérieur pour bien pourrir le roi et le faire sauter. Sauf que le roi le fait assassiner dans sa cathédrale. Il n'avait pas compris à qui il avait affaire. Non. Et comme les ennemis de mon ennemi sont mes amis, saint Thomas Becket est devenu un ami du royaume de France et du roi de France et de son frère, et c'est pour ça qu'on va voir apparaître ici au Vivier une chapelle dédiée à saint Thomas Becket. Alors on comprend mieux maintenant cette chapelle bien particulière, dont il n'y a aucun vestige apparent. On semble savoir à peu près où elle se situait, on en parlera tout à l'heure. Hein. Je pense, en tout cas, je lui ai prêté une pièce sans savoir, mais... La sacristie, hein, mais qui était l'ancienne sacristie de la Sainte-Chapelle, mais à savoir, est-ce que c'était bien là. Je pense qu'elle était là, après, sans aucune certitude malheureusement, mais au moins comme ça lui prête une pièce et on n'oublie pas qu'elle existait. Oui, du coup, j'aimerais savoir maintenant comment le domaine est devenu domaine royal, puisqu'il était domaine princier jusque-là. Oui. Et comment est-ce qu'il est devenu domaine possession du roi de France? Et quel roi de France? C'est-à-dire que Charles de Valois a un fils et une fille. Et bon, jusque-là, rien de bien spectaculaire. Et Philippe le Bel a 3 fils et une fille. Alors, Charles IV le Bel va passer ici. Le dernier des fils de Philippe le Bel. Oui. Hein, il a Louis X le Hutin, Philippe V le Long, Charles IV le Bel.
Donc Louis X le Hutin, c'est... faut pas trop m'écouter là, hein, mais c'était un con, hein, quand même. C'est pour ça qu'on l'appelait le Hutin, parce que c'était monsieur, attention. C'est ça, il parle trop. Et puis c'était vraiment un con en plus. Un peu ça que... Mais lui, il est mort vite fait. Donc finalement, on en est débarrassé. Alors, on est en plein dans les rois maudits là, de Maurice Druon, voilà. Hein, pour ceux qui connaissent. Philippe V le Long est arrivé. Et après Philippe le Bel, bien sûr, tout ça. Philippe le Bel meurt. Il a l'arrestation des Templiers. Jacques de Molay maudit le roi et le pape sur 13 générations. Alors quelquefois les gens sont étonnés que... tous maudits. Voilà. Mais quelquefois les gens sont étonnés que je dise le roi et le pape sont maudits sur 13 générations. Parce qu'à l'époque, on oblige le célibat des prêtres. Oui, mais le pape... Hein, c'est autre chose. On va attendre longtemps avant que le pape ne puisse toucher à ça. Et c'est de la politique. Hein. C'est comme c'est encore aujourd'hui. Hein, vous savez. Et donc les Capétiens directs s'éteignent. Oui, les Capétiens s'éteindront. Alors, d'abord, il va quand même y avoir Charles IV le Bel qu'on va attendre qu'il meure quand même. Philippe V le Long qui vient au Vivier et qui va au Vivier, en janvier 1319, créer la Cour des comptes de Paris. Ah oui, et donc, c'est quand même pas mal puisque c'est l'expert comptable de l'État. Hein, c'est à partir du Vivier en janvier 1319 qu'on va créer cette Cour des comptes qui existe toujours à l'heure actuelle. Et ensuite, bon, il y a... Louis X le Hutin, Charles IV le Bel et Philippe V le Long vont mourir. La fille de Philippe le Bel n'est pas touchée par la malédiction, dirons-nous, de Jacques de Molay. La louve de France. Voilà. Elle va être mariée à Édouard II d'Angleterre. Alors c'est... Pour lui, c'est pas ce qu'il pensait. Il se sentait pas prédestiné à se marier avec une femme, lui. Voilà, masculine. Hein, c'est-à-dire qu'il préférait le domestique de sa femme. Et bon, ce sont des choses qui arrivent, mais malgré tout, ensemble, ils vont avoir un garçon, Édouard III d'Angleterre. Qui prétendra au trône, voilà. Qui viendra déclencher... mais quand ses oncles meurent, quand ses oncles meurent, les trois là, et qui auront des fils aussi, hein, pour certains, qui vont mourir vite. Eh bien, Édouard III d'Angleterre est trop jeune pour régner sur le royaume de France, donc on va chercher le plus proche dans la famille. Et celui qui est dans la force de l'âge aussi, très important. Oui, aussi. On va pas choisir forcément un enfant en bas âge. Non, on choisit celui qui a l'âge légal pour régner et qui est le plus proche dans la lignée. Et donc là, on va choisir, donc, Philippe le Bel avait un frère qui avait des enfants. Et parmi ses enfants, il y a une fille qui va avoir un fils qui va mourir assez vite aussi, les deux. Et son fils va devenir roi de France sous le nom de Philippe VI de Valois. Le fils est roi de France. Et c'est la fille, normalement, qui hérite du Vivier. Normalement, elle hérite du Vivier. Ça, l'histoire parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Parce que le Vivier, en fait, son père avait fait deux choses. Comme il savait que son fils allait avoir le Valois et tout ça, il lui donne tout le reste. Et le Vivier atterrit à la fille de Charles de Valois. Et finalement, elle a un fils, donc Charles de Valois va refaire le testament pour dire, voilà, ça viendra à son fils. Sauf que le fils meurt, donc il faut refaire le testament. Et là, à ce moment-là, Philippe VI de Valois arrive on emballe tout ça, à gérer l'affaire pour récupérer le Vivier pour lui. Il le récupère pour lui, donc c'est une sorte de spoliation de sa sœur. Mais voilà. Comme ça, en tout cas, un grand événement pour le Vivier. Le Vivier devient domaine royal, enfin. Il va devenir domaine royal au moment... Oui, du coup, au moment où Philippe VI de Valois est roi de France, il devient domaine royal le château du Vivier. Et chose importante aussi de Philippe VI de Valois, c'est que quand il s'en va pour se faire couronner, il passe par le Vivier. Une fois qu'il est fait couronner, il revient au Vivier. Ah, c'est important, oui. Et là, le premier roi de France qui s'intéresse réellement à cette maison. C'est qu'un manoir, hein. C'est simplement un manoir. Un peu comme Saint-Louis qui fait lors de grands événements politiques, fait des passages, des haltes assez longues d'ailleurs à Vincennes. À Vincennes, bien sûr. Un petit parallèle avec la société de Vincennes, le château de Vincennes qui nous intéresse en l'occurrence. Et donc Philippe VI fait à peu près la même chose, on va dire, avec le Vivier qui est un domaine de famille. Hein, c'est ça. De la famille Valois. Et où il se sent bien, un peu comme Louis IX avec Vincennes. Alors, en parlant, une transition très rapide, hein, mais je suis désolé, mais en parlant de bien se sentir, il va se passer, excusez-moi cette blague, mais il va se passer quelque chose d'assez horrible dans la chapelle Thomas Becket, qui va être profanée, hein, si vous pouvez nous raconter ça. Oui, c'est-à-dire que eux aussi ils sont bien sentis. Hein. En 1335, et
Philippe VI de Valois est avec sa femme, Jeanne de Bourgogne, qui sont partis promener. Et Jeanne est très, très, très religieuse. Elle est tellement religieuse d'ailleurs que quand elle va mourir... D'ailleurs, Jeanne de Bourgogne adore le Moncel. Quand elle va mourir, les traces laisseront dire qu'elle va donc donner ses entrailles qui seront enterrées dans le cœur de l'église abbatiale du Moncel. Son cœur sera enterré dans l'église abbatiale de l'abbaye de Cluny et son corps sera enterré à Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, elle est très attachée à la religion. Et ici, forcément, la religion a lieu puisqu'on a une chapelle. Et cet événement est qu'il y avait une jeune demoiselle qui était là, qui était très jolie, hein, visiblement, et un groupe de jeunes hommes complètement frappadingues aussi rentrent dans la chapelle Saint-Thomas-Becket et ils embarquent cette demoiselle, les emmènent dans les appartements royaux, dans une chambre et ils la violent. Alors il y a un curé les curés ont essayé de faire quelque chose, mais les pauvres gus, ils sont pas taillés pour. Et du coup, ils vont chercher le garde, le capitaine du vivier, le capitaine du roi au vivier. Et donc le capitaine vient vite, les gens s'en vont, et il va les courser jusqu'à un château voisin. Donc, arrivé là, il s'aperçoit que l'un des jeunes garçons qui fait ça est le fils du château voisin. Et donc le capitaine ne veut pas les laisser entrer, ça va jusqu'au roi, et le propriétaire du château voisin est pris à partie pour dire votre capitaine n'a pas voulu ouvrir alors que c'est mon capitaine à moi qui vient. Et cet homme-là va avoir une amende pour ne pas avoir ouvert les portes, alors que cet homme-là n'était même pas là, il était en guerre en Flandre. Et donc pour ne pas avoir donné asile à l'assassin. Pour avoir donné asile à l'assassin et pour ne pas avoir ouvert les portes. Donc son capitaine, le représentant, c'est lui qui, quelque part, par un biais interposé, n'ouvre pas les portes de son château pour qu'on puisse rendre justice. Et est-ce que les coupables sont sanctionnés ? Alors, j'ai plus vraiment souvenir de tout ça, mais je crois qu'il s'est arrêté l'amende et puis ensuite les coupables ils ont dû avoir quelque chose. Je crois qu'il y a eu un procès, mais j'ai pas en tête le souvenir de ce procès-là, mais je crois qu'ils avaient quand même eu quelque chose, oui. Quand même, bon, un peu de justice. Alors du coup, on va sortir de ce fait divers et parler de la transmission du vivier. On va arriver dans le cœur du sujet du vivier d'ici quelques secondes. Donc le vivier est un domaine royal et évidemment, il va se transmettre de père en fils. Oui. À partir de Philippe VI de Valois, le vivier devient le château par excellence où on se sent bien. Et donc, Philippe VI de Valois va y rester. Enfin, Jean le Bon va y être. Il va adorer le vivier, Jean le Bon. Son fils, il va adorer le vivier. Et quel va être l'impact de Jean le Bon sur le vivier ? Qu'est-ce qu'il va apporter comme Jean le Bon, quand même, comme nouveauté ? Il va résider souvent ici avec ses fils. Et il y a un grand problème à l'époque, c'est que à partir de Philippe VI de Valois, vous savez, parce que à un moment donné, quand Édouard III, donc quand même petit-fils de Édouard Ier, dit Édouard le Sec, c'était un caractère, Édouard le Sec. Édouard Ier, c'était quand même un mec qui avait interdit aux enfants de jouer au foot dans les rues de Londres à son époque, sous peine d'être pendu. Et donc le petit-fils de cet homme-là est de Philippe le Bel, qui était gratiné lui aussi. Donc vous imaginez le caractère qu'il pouvait y avoir cet Édouard III. Et il dit à son cousin, du coup Philippe VI de Valois, il dit maintenant je suis dans l'âge de régner, donc la France est à moi. Et Philippe VI de Valois dit, non. Il fait son Mac-Mahon, il dit, j'y suis, j'y reste. Et donc là, il dit, il envoie une lettre ouverte à son cousin en disant que il a beau être son cousin, que à partir du moment où il a dit ça, eh bien, en gros, il lui déclare la guerre. Et il lui dit, en gros, je ne vous tiens plus pour être mon cousin, mais je vous tiens en ennemi. 1337, c'est ça, l'affaire du gant. Voilà, l'affaire du gant où l'évêque de Canterbury vient à Paris et il lance un gant au torse du roi pour dire, voilà, c'est la guerre. Et commence ainsi
la guerre de 100 ans. Ouais. Jean le Bon hérite du Vivier dans les débuts de la guerre de 100 ans. Et Jean le Bon veut raccorder à son royaume de France des personnages qui pourraient être un peu ennuyeux et engagés envers l'Angleterre ou des gens qui sont à voile à vapeur politiquement. Et donc, il va essayer de rattacher la Navarre, la Navarre, pardon. Oui, la Navarre, avec Charles de Navarre. Et il va vouloir marier sa fille à Charles de Navarre, qu'on appellera peine plus âgé, on va la marier à Charles de Navarre pour rattacher la Navarre à la France. Charles de Navarre veut pas forcément ce genre de choses. Et Jean le Bon lui dit, bon, en échange, je te donne 100 000 écus. Il dit, là, ça peut... Ça l'intéresse. Ta fille est beaucoup plus jolie d'un seul coup. Et donc, il décide de faire ça au Vivier. Il décide de faire cette alliance politique au Vivier. Un événement diplomatique, politique colossal. Vivier, oui. Le premier gros événement majeur se déroulant en Vivier. Du Vivier, Donc, il va faire construire une collégiale pour organiser ce mariage. Alors, en plus, il n'y a plus d'oseille, il n'y a plus du tout d'argent, il y a les poches vides, Jean le Bon. Il va promettre 100 000 écus à ce mariage. Donc, on fait venir des tentures, des tapisseries, de la vaisselle, des meubles de Paris, de ces hôtels particuliers à Paris qu'on fait venir au Vivier en charrette avec des bijoux, des diamants, tout pour faire de l'esbrouf. On va décorer le manoir royal et la collégiale à l'époque. Et donc, les membres de la famille sont là, à part une ou deux filles de Jean le Bon. On déplace toute la cour au Vivier. Il déplace tout le monde au Vivier. Les tentures. Somptueux. On a toute la liste de toutes les tentures et des meubles et des bijoux qu'ils ont fait ramener. D'ailleurs, tout ça pour venir au Vivier, qui est la maison de famille, en fait. C'est ça. Pour les Valois, pour montrer un petit peu leur pouvoir. Pour montrer, on fait venir au Vivier, on les marie. Alors, ça se passe, c'est assez glacial. Et ensuite, la mariée n'a que 8 ans, je crois. Elle n'a que 8 ans. Elle est veuve à l'âge de 5 ans, elle se remarie 8 ans. C'est une cérémonie de pure forme, quoi. Voilà. Et donc, on les marie, ils repartent, ils sont mariés, et à un moment donné, Charles de Navarre dit c'est bien, j'ai ta fille, mais bon. Je mets 100 000 écus. Il est où le chèque? Et là, il s'aperçoit qu'il n'y aura pas 100 000 écus. Et il s'énerve contre Jean le Bon. Et malgré tout, sa fille, qui est toute jeune, sera quand même quelqu'un d'assez important dans l'histoire, parce qu'elle va se rebeller contre son mari, et va lui dire à un moment donné, oh, tu vas te calmer. Et elle arrive quelquefois à le maintenir quand même en respect, son mari, parce que qui s'énerve vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ce mariage qui s'est passé au Vivier sera d'ailleurs le premier mariage de l'histoire du Vivier qui s'est passé ici. Et c'est assez historique parce que ce premier mariage annonce donc aujourd'hui une série de mariages ce sont toujours les mariages qui sont importants pour le Vivier et ce sont les mariages qui aident à tenir le Vivier à flot et à l'entretenir. Le Vivier a inauguré ce qui est aujourd'hui son actualité. Il l'a inauguré déjà en 1352. Quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on prolonge En février 1352, on a inauguré ce mariage qui sera le premier d'une longue liste, entre deux. Bon, il va y avoir une longue pause aussi. Mais après, ce sera le premier d'une longue liste de mariages. Il va y avoir une pause de quelques centaines d'années, Nous avons cette année bénie de 1352 et nous avons des années beaucoup moins bénies puisque nous avons, je vais essayer nous avons un événement qui se passe en 1358 qui est l'exil ou le refuge en tout cas du nouveau roi Charles V. Là, on va en parler, personnage sur lequel on va s'arrêter, et qui vient se réfugier ici dans des circonstances très compliquées en avril 1358. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire qu'à cette date-là, Charles V, Jean le Bon est parti à la guerre. Et Jean le Bon vient souvent avec ses fils ici, au Vivier, parce qu'il aime bien, parce qu'ils viennent faire des parties de chasse, et parce que c'est une maison qu'ils apprécient réellement. Oui. Et le problème, c'est que Charles V est un peu handicapé physiquement. Très intelligent, mais un peu handicapé physiquement. Il ne peut pas vraiment faire la guerre. Il va devenir un grand intellectuel. D'ailleurs, on connaît
sa bibliothèque, la Bibliothèque de France. Première bibliothèque royale, oui, tout à fait. Ouais. La plus grande des bibliothèques royales. Et Charles V va rester à Paris lorsque le roi, son père, part à la guerre avec son frère. Lors de la bataille du Poitiers contre d'ailleurs le prince Mar, le roi, Jean le Bon, va être fait prisonnier. Son fils Charles V va devoir gérer, en quelque sorte presque par intérim, le royaume de France à Paris, au palais de la Cité. Charles V n'étant pas un grand militaire, n'étant pas un grand chevalier roi guerroyant, ça va lui faire une faiblesse que Étienne Marcel, le prévôt des marchands, va utiliser pour venir lui faire peur au palais de la Cité à Paris. Oui. Ils vont venir, ils vont assassiner pas mal de monde sur le chemin, même des conseillers du roi qu'ils vont assassiner dans sa chambre. Ils vont même en assassiner un à l'extérieur qu'ils ont vu passer tout à fait. dans la rue. Oui. Ils rentrent dans une boulangerie, une charcuterie. Oui. Enfin, ils rentrent pour se protéger. Et oui, là, ils vont je ne me rappelle plus de ce personnage, mais en effet, qui est lynché voilà, par la foule. Et après, ils vont rentrer dans le palais de la Cité en disant maintenant, on va chercher le roi. Ils vont tuer tous les conseillers du roi devant lui. Lui qui a très peur. Ils vont l'obliger à... Enfin, le maréchal de Normandie et le maréchal de Champagne, c'est Morébonne, qui sont tués sous ses yeux. Donc, on dit même qu'un des cadavres est traîné dans tout le palais de la Cité, sous les yeux de Charles V, pendant une journée entière. Voilà, tout à fait. Une journée presque de supplice pour ce jeune homme. Charles V, ça l'a vraiment traumatisé. Et quand il rentre dans le palais de la Cité, tous les gens qui suivent Étienne Marcel veulent aussi assassiner Charles V. Enfin, ils sont bien remontés. Étienne Marcel, paradoxalement, quelque part, ne veut pas forcément tout de suite la mort de Charles V et va le protéger, en quelque sorte, en lui mettant un genre de bonnet qu'il fera passer pour quelqu'un du peuple, qui va le rabaisser. Son bonnet à lui, en fait, ils vont échanger leur coiffe. Voilà, c'est ça. Et donc, on lui enlève la couronne du roi de France pour lui mettre un bonnet qu'il fait passer pour une personne du peuple. Donc, ça va le protéger quelque part parce qu'Étienne Marcel, c'est très calculé. Il ne veut pas forcément la mort du roi. Non, parce et Étienne Marcel est persuadé qu'il peut faire ce qu'il veut de ce jeune prince, de ce jeune régent. C'est même une guerre psychologique. Et donc, il est persuadé que ce sera l'idiot utile qui peut. Donc, autant le garder. Voilà, c'est ça. On a un idiot utile, on le garde. Et Charles V va étudier ça assez brillamment et va réussir à retourner la situation, faire arrêter et tuer Étienne Marcel. Et Charles V ne veut plus être à Paris. Il n'aime pas cette ville, c'est bruyant, c'est sale, c'est dangereux. C'est dangereux pour lui, c'est surtout dangereux. Pour lui, Et donc, il part du palais de la Cité. Il vient se réfugier au Vivier. Il se réfugie aussi au Louvre. Et au Vivier, où il a ses attaches, il va étudier avec son architecte Raymond du Temple. Ils vont s'entraîner et c'est un roi bâtisseur. Il va transformer beaucoup de choses et il va annoncer ici, dans un laboratoire architectural, annoncer les prémices de ce qui deviendra le château de Vincennes. Alors justement, donc il va Charles V, lorsqu'il va devenir roi, et même un petit peu avant d'ailleurs, il va lancer vraiment une rénovation, une reconstruction complète du domaine. Et c'est vrai que, un petit peu comme à Vincennes, je m'amuse à faire des parallèles, l'essentiel des vestiges que nous voyons aujourd'hui sont de sa main. Et là, on va un petit peu s'arrêter sur ce sujet, puisque de nombreux bâtiments sont construits ou reconstruits, et certains sont construits de toutes parts, n'existaient pas. Donc on peut par exemple commencer par la tour du gouverneur, qui est peut-être le bâti le plus impressionnant, le plus visible lorsqu'on arrive dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez par exemple nous expliquer un petit peu la tour du gouverneur, sa fonction et son historique? Alors, la tour du gouverneur a été faite dans les années 1350, enfin entre 1350 et 1360. On la voit ici dans une reconstitution. La tour du gouverneur était vraiment... Je pense que Charles V a voulu faire un donjon avec la tour du gouverneur. Un donjon qui allait être le pivot central de toute l'architecture du château. C'est-à-dire qu'elle se trouve... C'est l'entrée du logis royal.
Et c'est aussi elle se trouve au milieu donc du logis royal, des communs qui sont en face, et je pense vraiment qu'il a voulu en faire un donjon. Alors c'est là-dedans qu'il y aura les appartements du gouverneur, c'est pour ça qu'on l'appelle tour du gouverneur. Et qui est plutôt du capitaine d'ailleurs, je crois que c'est dit dans ouais, votre du livre, capitaine. hein. C'était un peu un abus de langage, ça serait Oui, plutôt, oui, oui. c'était le capitaine Hulin, est-ce que ma mémoire Il y a est eu le bonne? capitaine Hulin, oui, Ça, oui, tout à ouais, fait. Il y en a eu plusieurs, bien lu, hein. naturellement. Il y en a eu plusieurs. Et donc, il y a même eu un capitaine qui était très proche de Charles V. Il y en a eu plusieurs. Et donc, oui, je pense vraiment qu'il a voulu faire un donjon là, en sachant que cette tour-là, grâce à la modélisation 3D, on a pu lui restituer, donc, comme on l'a vu, ses formes et sa hauteur originelle, comme on l'imagine. Enfin, on n'est pas non plus à 1 mètre près, hein. Mais dans la modélisation 3D qu'on a pu en faire, on arrive du sol jusqu'au faîtage, jusqu'au-dessus de la toiture au point le plus haut. On arrive à 47,50 m. 47,50 m, ah ouais. Ah oui, donc c'est pas mal, hein. C'est énorme. Presque aussi haut que le donjon de Vincennes qui fait 50 mètres. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une tour défensive, mais qui va commencer à tendre vers la tour résidentielle tout en étant défensive. Et pour l'instant, il y a encore une toiture. Comme le donjon de Vincennes. Hein, comme le donjon de Vincennes, voilà. Hein. C'est pour ça, la tour du gouverneur du Vivier a dû inspirer, a été le laboratoire, je pense, à la fois pour le donjon de Vincennes et pour les tours d'enceinte du château de Vincennes, puisque ce sont les jumelles. D'ailleurs, il y a alors, hélas, on n'a pas fait un petit montage avec le comparatif, mais il y a une ressemblance physique flagrante entre la partie basse de la tour du gouverneur du Vivier-en-Brie et ce qu'il reste des tours de l'enceinte du château de Vincennes. Il y a une ressemblance physique, pas avec le donjon de Vincennes, mais avec les tours d'enceinte de Vincennes. Hein. Donc, actuellement. Oui, elle a quand même quasiment toute sa hauteur. Oui, quasiment toute sa hauteur. Après, elle a souffert du temps, elle a souffert des gens. C'est sûr. Hein, parce que ces crétins-là sont venus la démonter. Mais bon. Oui. On peut pas leur en vouloir, c'est une autre époque, c'est une autre image. Voilà. Plus tard, mais c'est vrai que le Vivier a servi de carrière de pierre à la période classique, juste quelques années après la Révolution. Oui, on aura le temps d'en parler. On en reparlera évidemment. Hein. Et donc, alors, on a parlé de la tour du gouverneur. Il n'y a pas que cela, puisque le domaine, on ne peut pas en parler, on est dedans. La tour des gardes. Quelle était sa fonction? À quoi servait-elle? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors la tour de garde, elle a quand même gardé toute sa hauteur. Et elle a été restaurée, bien sûr. Hein. Elle a été refaite. Et dans les années 1900, ils ont refait la charpente. Ils lui ont remis une toiture. Enfin, dans les années 1900, c'est beau dire, mais oui, dans la première moitié du XXe siècle, ils lui ont remis une charpente et une toiture. Et elle a gardé toute sa hauteur. Alors, elle devait être protégée déjà avant même, parce que déjà vers le 19e siècle, elle avait dû être faite déjà, je pense, et puis elle a été restaurée dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisque il y a plusieurs traces qui nous montrent plusieurs choses. En tout cas, la tour des gardes était une tour où il n'y avait que des gardes. Il n'y a pas une seule cheminée, parce que comme ça gardait les gardes actifs l'hiver, ils n'étaient pas au coin de la cheminée. Et c'est une double fonction, cette tour des gardes, puisque ça servait aussi d'escalier pour monter dans les étages royaux. Une tour de dessert, hein, c'est ça, ce que je mettais dans le titrage. Et en réalité, ici, nous sommes dans un tambour d'entrée. Et donc, tous les rois de France, de Charles V jusqu'à Louis XIV, sont passés par cette pièce dans laquelle nous sommes. Tout à fait. Il y a la porte qui est juste là-bas derrière qui menait, donc on voit l'escalier qui montait, on s'arrêtait ici, on passait par la porte qui est derrière pour aller dans les appartements royaux. Non, on voit pas. Avec voilà. les caméras, c'est pas dans l'axe. Et la fenêtre qui est juste derrière moi est la seule fenêtre de la tour des gardes à l'époque, puisque on arrivait ici. Donc, c'est un tambour d'entrée, vraiment. C'est pour entrer dans ces appartements royaux. Et pour garder un aspect visuel qui ne soit pas trop minéral, on va dire, que meurtrière, tout ça,
hein, comme on rentrait dans les appartements royaux avec des fenêtres et tout ça, on a mis une fenêtre là pour que quand on montait, l'œil ne soit pas gêné, qu'on ait l'impression déjà d'être dans les appartements, que ce soit une continuité un avant-goût des appartements. Avant de rentrer dans l'appartement. Alors justement, on l'a peut-être que j'ai proposé de parler de la tour des gardes un peu prématurément, mais c'est vrai que la tour des gardes, dont d'ailleurs je vais vous montrer quelques images intérieures. Gaëtan, vous avez fait le plaisir de nous laisser filmer l'intérieur, votre chez vous. Oui, les week-ends. Donc, quelques week-ends par an. On voit la chambre. Et on voit même la malle de Tante Vita, on voit tout. Et peut-être j'aurais dû avant vous poser la question du manoir royal, puisque c'est vrai qu'il est difficile de dissocier la tour des gardes du manoir royal. Ah bah oui. Donc, sans transition aucune, parlez-nous un petit peu du manoir royal, son historique, puisqu'il existait déjà avant Charles V, qu'est-ce qui a été fait sous Charles V, et quelles étaient les différentes pièces qui le constituaient. Si vous avez toutes ces réponses, hein, ça fait beaucoup de questions, désolé. Hein, mais... il y avait de toute façon les cuisines, qui devaient aussi servir de chauffoir pour les moines à l'époque, parce que les chauffoirs, les moines devaient écrire. Et parmi les vœux des moines, on a le vœu de pauvreté, de chasteté et d'enfermement. Donc d'enfermement, ils n'ont pas le droit de sortir des bâtiments. De pauvreté, ils n'ont pas le droit de manger de viande, et ça nous servira pour la suite, ça. Sauf quand ils sont malades. Du coup, ils étaient souvent malades. Et sinon, ils n'ont le droit de manger que du poisson d'eau douce. C'est pour ça qu'ils sont au vivier. En plus, c'est bien pratique parce qu'ils font de l'élevage de poissons et de carpes ici. Du poisson d'eau douce et pas d'eau de mer. Parce que le poisson d'eau de mer, ça coûte cher. Et donc, c'est riche, ils n'y ont pas le droit. Et donc, dans le vœu de pauvreté, aussi, il n'y a pas de chauffage. Sauf pour les moines qui travaillent les écritures, où ils doivent être dans le chauffoir, puisqu'il ne faut pas que l'encre ne gèle et que les écritures gèlent. Et d'ailleurs, les autres moines n'ont le droit de rentrer dans le chauffoir qu'à une seule occasion, c'est si l'eau qui est dans le bénitier, dans la Sainte-Chapelle, et à Notre-Dame par exemple, l'eau du bénitier de Notre-Dame, dans les bénitiers, si l'eau dans les bénitiers qui s'y trouvent gèle. Si elle n'est pas gelée, ils n'ont pas le droit d'aller se réchauffer. Ah bah, ça limite un peu. Ça limite la consommation énergétique aussi, mais... Ouais, non, mais ils sont... C'est assez drastique. Donc là, je vais en profiter pour montrer quelques images, en effet, du manoir reconstruit en 3D. Une petite promenade. Il y avait les appartements du roi, la grande salle où il faisait toutes ses décisions, on faisait tout, et puis les chambres à l'étage. Enfin, il y avait pas mal de choses, hein, et on voit dans la façade un peu tout. Oui. Donc c'est là où logeaient tous les rois qui sont passés ici. Voilà. On a parlé tout à l'heure de Philippe le Bel. Avec des salons d'enfilade, royal, des galeries. Tout cela a été décoré par Évrard d'Orléans, qui sera le premier décorateur officiel des rois de France. La première fois, on fait mention d'un décorateur pour les rois officiel. C'est Évrard d'Orléans. Évrard d'Orléans, il intervient sous Charles V, c'est ça ou c'est il intervient déjà, la famille d'Orléans intervient déjà à l'époque de Philippe le Bel. À l'époque de Philippe le Bel, déjà. D'accord. Et pour la reconstruction de Charles V, on sait quelle est la personne qui va faire les décors. On sait que l'architecte, c'est on sait que c'est toujours la famille d'Orléans qui va venir faire les décors à l'intérieur du château. Comme ils le disent, les galeries et les pièces et la Sainte-Chapelle. Et d'ailleurs, j'ai un élément qu'on a retrouvé en tournant la pelouse. À chaque fois, je ramasse les petits cailloux parce que dès que j'entends la tourneuse, c'est clic-tic. Ici, les petits cailloux sont importants. Hein. Ah, il y en a pas mal. Oui. Et à chaque fois, on ramasse plein de trucs. Alors, on ramasse des moellons qui traînent. Enfin, ça remonte avec la terre, si vous voulez. Hein. L'eau fait remonter tout ça. Et un jour, il y a un petit bout qui cliquetit comme ça. J'entends qui cliquetit. Et je prends le petit bout de pierre, je l'enlève de sol. Et c'était un morceau de décoration sculpté en marbre blanc. Un morceau de la décoration de la Sainte-Chapelle par Charles V. Ça fait une transition très intéressante vers la Sainte-Chapelle. C'est comme je disais que la liste des monuments qui constitue le vivier est très très longue. La Sainte-Chapelle est une cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, pour le domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de choses sur cette Sainte-Chapelle? Qui l'a initiée? Quand? Pourquoi? Alors, elle a été initiée... Alors, déjà... faite en 1352 et
dans les années 1360. À partir de la collégiale, hein, c'est ça. Voilà, à partir de la collégiale. Mais Charles V va vouloir l'agrandir et la transformer en Sainte-Chapelle. Ouais. Donc c'est une Sainte-Chapelle royale, puisque faite par le roi de France, et palatine, parce que nous sommes dans le palais royal du Vivier. Une Sainte-Chapelle royale palatine, il n'en existe que deux. Celle du Vivier et celle de Paris, qui se trouve dans le palais de la Cité. Celle de Vincennes étant chapelle royale castrale, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Mais Vincennes n'étant pas un palais, puisqu'il étant plutôt militaire. Tandis qu'ici, c'est plutôt résidentiel. Et si je ne m'abuse, la Sainte-Chapelle royale du Vivier est la 3e Sainte-Chapelle ayant jamais été construite. Hein. Après, oui, c'est Gemolni qui a disparu très vite et qui n'a plus aucune trace. Paris, c'est la 2e plus ancienne Sainte-Chapelle royale, enfin Sainte-Chapelle tout court d'ailleurs, encore construite en étant en plus royale. Ça, c'est absolument impressionnant, hein. Donc, notamment qu'elle est dans un état encore fort consistant. Hein. Je montre une image. Tout à fait. Il n'y a plus de toiture, mais sinon tout le bâti. Elle a encore ses murs, ses élévations. Est encore on peut encore l'imaginer. De très bonne qualité, ouais. Tout à fait. Et donc, alors on disait les Sainte-Chapelle. Donc, qu'est-ce que c'est exactement qu'une Sainte-Chapelle? Combien y en a-t-il? Est-ce que vous seriez capable de toutes nous les lister? C'est un challenge un petit peu compliqué, mais oui, c'est un peu sportif là. Quelques-unes au moins, quelques-unes. Parce que je fais jamais ça, moi. Quels sont les critères en tout cas pour déjà il y a le Gemolni, il y a le Vivier, il y a Vincennes, il y a Paris. Je me souviens, souvent on parle de Sainte-Chapelle pour le château de Saint-Germain-en-Laye, mais je ne crois pas qu'elle en soit une. Non. Parce que souvent il appelle Sainte-Chapelle aussi. Donc on a dit le Vivier, Paris, Gemolni, il y a Bourbon-l'Archambault, il y a Vincennes, je l'ai déjà dit, non? Oui. Il y a Vincennes, il y a Paris, il y a Bourbon-l'Archambault, il y a Gemolni, Champigny-sur-Veuve, Rion. Voilà, il y a celle de Dunois, donc je ne me rappelle plus la ville, qui m'excuse. Mais moi non plus, je me souviens plus. Dunois, donc petit-fils de Charles V Dunois, hein, qui a construit aussi sa Sainte-Chapelle, donc c'est une chapelle princière. Il y en a 11 à l'origine et il en reste 9, si je ne me trompe pas. Alors je crois qu'il en reste 7 et que la 8e, c'est ici. Mais elle est toujours comptée un peu à part, or pour moi, il y en a 8, quoi. C'est même moi qui l'ai rajouté sur Wikipédia, parce qu'elle n'existait pas sur Wikipédia, la Sainte-Chapelle du Vivier. Elle est comptée comme étant en ruine, dans la catégorie en ruine ou détruite. Or, comme vous l'avez vu, hein, je vais remontrer les illustrations. Elle est en construction, moderne, contemporaine. Elle n'est pas vraiment détruite. Hein. Moi, je conteste. Hein. Voilà, non, elle n'est pas détruite du tout. Ou alors je la rachète pour €1 symbolique, hein, si c'est ça de détruit. Hein. Donc, voilà. Et donc la Sainte-Chapelle du Vivier. Alors il y a plusieurs conditions qui régissent une Sainte-Chapelle. On ne peut pas faire une Sainte-Chapelle quand on veut, comme on veut. Et surtout une Sainte-Chapelle royale palatine. De toute façon, une Sainte-Chapelle royale palatine, il faut qu'elle soit faite par le roi, qu'elle soit faite dans un palais. Donc ensuite, il y a plusieurs Sainte-Chapelles qui sont royales, mais castrales, pas palatines. Il y a des Sainte-Chapelles princières, donc qui ne sont même pas royales, mais Sainte-Chapelle quand même, mais princières. Et Sainte-Chapelle, de toute façon, Sainte-Chapelle, il faut une toiture en ardoise. D'accord, ok. C'est indispensable. Enfin, indispensable. La chose la plus indispensable du monde, c'est qu'il faut que ce soit fait par un descendant de Louis IX, le premier à avoir fait une Sainte-Chapelle, et qu'elle abrite un morceau ou un des instruments de la Passion du Christ. Relique de la Passion. C'est pas simplement une relique de la Passion. Parce qu'ici, sinon, des reliques, on en a plein. Hein. Là, j'ai une croix qui est juste là derrière. On a 27 saintes reliques de saints. Donc j'ai Sainte Marie-Madeleine, j'ai Saint Jean-Baptiste, j'ai tout le monde. Mais voilà, des reliques. Pas de la Passion. Voilà, il faut que ce soit de la Passion du Christ. Oui. Ici, Charles V décide de ramener de la Sainte-Chapelle de Paris un morceau de la vraie croix du Christ. Ramené par Saint-Louis. Voilà, ramené par Saint-Louis jusqu'à Paris. Et Charles V ramène de Paris au Vivier un morceau de la vraie croix du Christ qu'il va mettre à l'étage. Ça fait partie des conditions un peu d'avoir un étage dans une Sainte-Chapelle, mais ce n'est pas... Non, c'est pas... Il y en a 2 ou 3 qui n'en ont pas, dont Vincennes. Dont Vincennes, qui n'a pas d'étage. Mais ce n'est pas... Et qui a la hauteur, quasiment à quelques mètres près, qui a la hauteur de celle de Paris, pour autant, voilà. Hein, mais qui n'a pas de... Et ensuite, il faut suivre l'emploi du temps des messes de Paris. Oui. Voilà, il faut que ce soit rigoureusement suivi, l'emploi du temps.
des messes, les règles canoniales, les règles canoniales de la Sainte-Chapelle royale de Paris. D'accord. D'accord. Mais de toute façon, voilà, c'est le minimum, le strict minimum, c'est ces règles-là à suivre, avoir un morceau de l'instrument des Passions du Christ et être descendant de Louis IX, sinon on ne peut pas faire de Sainte-Chapelle. Et ensuite, il y a les petits détails, la toiture en ardoise, une flèche dans la toiture, enfin, voilà. Alors, donc on a évoqué la Sainte-Chapelle, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses ici. Il y a aussi des tours, et il y a aussi une tour qui a un nom qui nous fait très plaisir, qui s'appelle la tour Charles V. Oui. À quoi sert-elle? Quelle est sa fonction? Et que reste-t-il aujourd'hui? Évidemment, toujours les mêmes questions. Je vais montrer une illustration tout de suite d'ailleurs de ce qu'elle était au Moyen-Âge. Alors la tour Charles V, en fait, quand je suis arrivé, j'avais trouvé un plan. Et j'avais trouvé quelques récits. Quelques récits où on disait, voilà, la tour du gouverneur, la tour du prisonnier, qui se trouve un peu plus loin, la tour des gardes. Au début, on est perdu, hein, on ne sait pas où est situé. On dit la tour carrée, on dit la tour ronde. Donc la tour carrée et la tour ronde sont deux tours qui existent encore des communs. La tour du prisonnier. Et des communs aussi. Hier, hein. Voilà. J'ai pas d'image malheureusement à transférer de cette partie-là des communs. Mais... La tour du prisonnier faisait partie des communs aussi, mais maintenant elle se trouve un peu excentrée. Ensuite, on a la tour gouverneur, la tour des gardes et le donjon. Et ensuite, il restait une tour où il n'y avait pas de nom. Et du coup, j'ai décidé de me dire, on va rendre hommage à Charles V, on va lui donner son nom, la tour Charles V. Donc c'est une décision... c'est personnel du coup, mais bon... Personnelle et récente. Hein, et récente, oui, du coup, ainsi. De quelques années. Elle n'avait pas ce nom-là. Elle n'avait aucun nom. Elle avait aucun nom. Et donc, je me suis dit, Mathieu, on va l'appeler la tour Charles V, puisqu'en plus, c'est Charles V qui l'a faite. Donc, forcément. C'est un bel hommage que l'usage du nom Charles V est assez rare, somme toute, même dans les lieux qu'il a lui-même construits. Moi, je trouve que son nom est rarement cité, réutilisé et mis en avant. Donc, là, c'est une très belle décision. Je me suis dit, oui, c'est une façon de lui rendre hommage. Et en plus de ça, c'est lui qui l'a fait construire. Donc, forcément. Et cette tour-là était résidentielle, elle avait des cheminées. Alors, je pense c'est la seule, hein, je crois, des cheminées. C'est avec la tour du prisonnier, avec pas la tour du prisonnier, avec le donjon. Le donjon aussi, elle avait des cheminées. C'est vrai que la tour carrée, la tour ronde et la tour du prisonnier n'ont pas de cheminée non plus. La tour des gardes n'en a pas. La tour du gouverneur, on a la trace d'une cheminée, mais qui n'a jamais été terminée. Donc elle a même pas de conduit. Il y a eu un repentir, hein, c'est ça. Hein. On ne sait même pas s'il y aurait pu y en avoir. Et après, c'est dans le manoir royal, bien sûr, il y avait des cheminées. Mais dans les tours, non. Dans les tours, Sauf sur celle-là. Mais la tour Charles V avait des cheminées. Alors peut-être qu'elle aurait pu, comme on sait que Charles V aimait bien avoir des appartements, non pas dans des grands endroits fastueux, mais il aimait bien se faire un petit bureau dans un petit coin. Il y a peut-être logé, il a peut-être plutôt logé dans la tour gouverneur, il a peut-être plutôt logé dans le manoir royal, c'est un peu compliqué, mais et il y a quelque chose aussi qui me fait dire, dans la tour Charles V, aux fenêtres, il y a des traces d'ancrage de fer. Alors je me demande aussi si par hasard, ça n'aurait pas été une tour pour y loger quelques prisonniers de grande classe. Alors on n'a pas, enfin j'ai pas encore trouvé de traces de ça. Peut-être que ça aurait pu avoir lieu, hein, mais pour l'instant j'ai pas de traces. Est-ce que la présence de fer, a priori, ne doit pas être là pour renforcer la structure? Ça serait peu probable sur une tour aussi. Non. Elle n'est pas spécialement massive. Non. Donc, mais il n'y a pas que ça, puisque vous avez aussi une autre tour qui un peu isolée d'ailleurs, qui persiste. C'est la tour dite du prisonnier. Là aussi un nom que vous allez pouvoir peut-être nous expliquer. Ah oui, puisque la tour du prisonnier qui est isolée, hein, aujourd'hui, qui faisait partie des communs avant, c'était la dernière tour des communs. Cette tour-là, on le voit, elle a été arasée jusqu'à son rez-de-chaussée. Et elle a une très belle voûte en sous-sol, très belle salle voûtée en sous-sol, et qui était remblayée entièrement quand ils sont venus faire des fouilles au 19e siècle. Et quand ils ont fait des fouilles, ils ont retrouvé tout en bas de la pièce, ils ont retrouvé un squelette. Et tout de suite, comme c'est au 19e siècle, forcément, les oubliettes. Les oubliettes, le classique. Ah là là. Ils sont fous, ces gens. En tout cas, ça a donné ce nom. Du coup, ils ont dit c'était une oubliette, donc c'était un prisonnier qui était là. Donc c'est devenu un tour du prisonnier à cet endroit-là. Et donc c'était une tour, hein, on l'a vu, peut-être je vais le remettre, mais
On l'a vu, elle faisait partie en fait d'une deuxième enceinte qui encadrait les communs. Voilà, exactement. L'enceinte des communs. Et elle a une petite histoire quand même sympathique, cette tour-là, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais plus précisément de ce personnage. Mais on a eu un avocat qui a été propriétaire du vivier, qui l'a sauvé à un moment donné, mais on en reparlera plus précisément tout à l'heure. Un homme important. Maître Parquin, on va en parler. Et lui, il aimait bien faire des trucs un peu dégueulasses, qui était une grande littéraire à l'époque. On rappelle de ça, ouais. Et il lui avait demandé de faire des vers sur le vivier. Alors il dit, vous me foutez la pêche. Et du coup, il reste un week-end, et puis il vient la voir, et puis une nuit comme ça, il dit à sa femme, va te montrer. Il avait laissé la tête du squelette en bas, il y avait une grille, et on le voyait. Et lui, il avait pris le squelette, il l'avait fait attacher avec des fils de fer, il l'avait mis sur lui avec un drap noir, et en pleine nuit avec une lanterne, il dit, et là, et ça l'a fait marrer, elle a dit, bon, vous avez gagné vos vers. Et elle a écrit un poème sur le vivier, un peu morbide, et en disant, qu'as-tu fait de ton âme esclave, qu'as-tu fait de ta flamme et donc ces vers-là, pour quelques vers, ont été appris par cœur par Victor Hugo. En tout cas, ce squelette aura permis déjà d'avoir des vers pour populariser le vivier, et aussi de donner un nom un peu racoleur, racoleur poétique à la tour excentrée. Donc, mais il y a plein de légendes au vivier. Avec cette tour-là, il y a aussi une légende d'un moine qui allait et puis qui avait été envoûté par l'âme de ce squelette et qui se transformait en loup-garou la nuit et qui aurait même croqué un médecin qui n'était pas très cool dans le coin. On va loin. Alors, après cette tour du prisonnier, j'aimerais qu'on parle un petit peu des communs, par exemple. Que reste-t-il des communs de nos jours? Est-ce qu'ils sont persistants? Est-ce qu'ils ont été transformés? Si oui, quand, comment? Même si on va parler des étapes suivantes, hein, mais que reste-t-il des communs de Charles V aujourd'hui? Alors, les communs de Charles V, il en reste quand même un peu. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais il en reste quand même un peu. Ouais. Il reste déjà, comme on le disait tout à l'heure, la tour ronde et la tour carrée. Oui. Et la tour ronde malheureusement, marque l'angle des communs. Ouais. Et ensuite, il en reste, on va dire, il en reste un tiers des communs de Charles V. Le reste ayant disparu. Et disparu comme carrière de pierre, c'est ça, à la Révolution, tout à fait. Ils ont tout dégommé. On va en parler aussi, on va tourner ça brièvement. Ils ont tout enraché et ensuite il a été construit à l'emplacement de la cour des communs avec les pierres qui restaient. Dans l'ancienne cour des communs était construit un bâtiment en forme de fer à cheval. Tout à fait, qui existe toujours aujourd'hui. Voilà, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été refait dans les années 60 par un industriel dont on va parler plus tard, et qui avait été transformé en salon de thé et restaurant, et qui aujourd'hui, alors cette salle-là, ainsi que les communs qui sont encore actuels, servent de salle de mariage, puisqu'on peut asseoir facilement 150 ou 200 personnes là-dedans. Tout à fait. Alors, donc les communs, c'est une chose, et moi j'ai envie de parler, et je vais me faire plaisir, j'espère que ça va intéresser les gens. Moi j'ai envie de parler de ce qui me plaît peut-être le plus dans ce château, plus encore que la Sainte-Chapelle, plus encore que la tour des gardes, plus encore que la tour du gouverneur. Moi, c'est le magasin médiéval. J'ai eu la chance que vous me montriez l'accès qui est très difficile à trouver hier et qu'on essaye de rentrer un petit peu ensemble. Mais c'est une merveille. On va en parler, mais c'est une sorte de frigo médiéval dans un état de conservation, je pense, quasiment unique. J'en avais jamais vu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du système, et je vais essayer d'illustrer en même temps comment ça fonctionnait. C'est vraiment la technologie bluffante. Les magasins médiévaux, il en existe quand même encore, mais celui du Vivier est particulièrement en bon état. Et c'est vraiment vas-y, si tu veux filmer. Alors, fais attention parce qu'on voit pas l'eau, parce qu'on passait une première qui porte. Qui est là devant la porte. Là, et on fermait, et quand on avait refermé, on ouvrait la deuxième porte pour éviter les différences de température. Là, et donc il y a un escalier. Voilà. C'est un peu comme une glacière à l'origine, puisqu'on descend, on est sous terre comme ça garde le frais. Ah ouais, putain, extraordinaire. Donc on a 60 mètres de long. Voilà.
qui est dans un état, ce système donc qui est dans un état le système est en bon état, mais il est bouché. Parfaitement conservé, mais et là ouais, noyé par les eaux, plus que bouché, c'est ça. Ouais, plus que bouché à la sortie, il faudrait le déboucher, mais il y a tellement de choses à faire. Ouais, oui, je me doute. Et ça n'abîme pas le magasin médiéval, donc c'est Oui, pas en plus, grave. voilà, le fait qu'il y ait de l'eau dedans, certainement, je pense, un unique dans notre patrimoine. Il y a d'autres magasins médiévaux, hein, ce que vous me disiez, Gaëtan, mais pas dans cet état-là de conservation. Hein. Là, il y a par le sas d'entrée. J'en connais un dans Paris, sur l'île de la Cité, mais qui est dans un état lamentable. J'en connais un qui est en bon état. C'est pas le même non plus, hein, mais il est en bon état et il se trouve à l'abbaye de Fontaine-Guérard. Donc il y en a, ce sont deux que je connais. Et après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 2 ou 3 avec le vivier. Non, parce mais que il faudrait y en avoir d'autres. On va faire la recherche, mais en tout cas, ça doit être rarissime, si ce n'est unique. Ah oui. Donc là, moi, j'étais vraiment ravi de. J'espère qu'un jour, on pourra mettre nos bottes et aller, voilà, fouiller dedans. L'été, il sera sec. Ah oui, il est sec l'été. Il n'y a pas d'eau sec. Ouais. Ah d'accord, bah, c'est l'occasion. Je reviendrai cet été. On fera peut-être quelques images. Donc là, on vient de balayer toute une série de monuments absolument extraordinaires bâtis par Charles V et dont il nous reste énormément de choses, contrairement à ce qu'on peut lire. Vous l'avez bien compris. Hein. Maintenant, avançons quand même dans le temps. On va pas dédier l'émission à Charles V. Donc avançons quand même dans le temps. Et puis parlons un petit peu de son successeur Charles VI. Est-ce qu'il va être assidu au vivier, en tout cas dans ses premières années? Est-ce qu'il va s'intéresser au vivier comme son père? Il ne veut pas vraiment s'intéresser au vivier, Charles VI. Quand Charles VI a ce problème de l'épisode de la forêt du Mans où oui, tout à on fait. lui dit vous êtes trahi, mon roi, il vient. J'allais en parler. Il va y avoir un problème vraiment et il va avoir des crises, des excès de folie. Alors, il n'est pas complètement fou parce qu'il a quand même des moments de lucidité et peut-être aussi d'ailleurs il travaille ça. Parce que la vraie folie à son époque, c'est de devenir roi de France, parce qu'on est en pleine guerre de 100 ans, ses oncles, ses cousins veulent l'assassiner pour prendre sa place. Alors, est-ce que c'est pas une folie maîtrisée? Oui, ça c'est votre sentiment, c'est que possible. C'est qu'il s'échappait comme ça et venait se réfugier dans un havre de tranquillité qui était le vivier, quoi. Après, il a eu aussi prétexte de folie. Bon, il a eu aussi l'épisode du Charivari qui l'a traumatisé aussi. Oui. Il était vraiment traumatisé. 1394, hein, c'est ça. Peut-être pouvez nous rappeler un petit peu, c'est cet incendie géant déclenché par des jeunes qui s'amusent. Ils s'amusent ensemble, ils dansent et puis ils s'approchent un peu trop près des flambeaux. Des bougies, comme ici. Et tout le monde prend feu. Il brûle et il voit ses gens brûler vifs. Même le roi qui est déguisé prend feu aussi. Et il est heureusement éteint par les jupons d'une dame. Voilà, c'est ça. Comme quoi. Quand même, hein, les jupons de l'histoire sont importants. Alors, en l'occurrence, il faut toujours rester derrière les jupons d'une femme. Voilà, dessous, ça dépend. Ça lui a sauvé sa vie physique, mais c'est vrai que sa vie mentale complètement. sera... Mais il a failli mourir encore là, et il deviendra vraiment... alors, même une folie maîtrisée peut-être au début, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à vers la fin, il deviendra vraiment... il va se mettre des tas et des tas d'épaisseurs d'habits parce qu'il a l'impression que dès qu'il se cogne, il se casse un bras. Sa folie au début, qui est une folie plutôt paranoïaque, c'est-à-dire que dans la forêt du Mans, par exemple, il essaie de tuer tout le monde, y compris son frère. Mais il devient de plus en plus il devient vraiment une sorte de fou reclus, qui se lave pas, qui fait ses besoins sur lui-même, et qui veut pas qu'on le touche. Il devient prostré. Parce qu'il a peur qu'il casse. C'est ça, il a peur qu'il casse. Donc sa folie évolue en fait. Elle va évoluer. Puissante et termine prostrée malheureusement pour le royaume. Et pendant ces excès de folie, et donc, on va l'amener au vivier. Le vivier deviendra son hôpital psychiatrique. Et est-ce qu'il viendra tout seul, ce petit garnement? Alors Charles VI, un peu... On va dire qu'il a un point commun avec Charles V, qui vient retrouver sa maîtresse. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on a un débat là-dessus sur Viette de Cassinelle, mais le débat n'est pas... La belle italienne que Charles V venait éventuellement retrouver. Mais il ne faut pas oublier que Charles V était éperdument amoureux de sa femme, réellement. Il lui rend des hommages assez impressionnants sur tous les bâtiments qu'il construit, notamment à Vincennes. Et par contre, Charles V est absolument amoureux de sa femme. D'ailleurs, à chaque fois qu'il signe un monument, il met une statue de lui et de sa femme.
femme. Toujours, ce qui est d'ailleurs très transgressif. Voilà. Et parce que sa femme et la belle était belle et intelligente et tout ça, ce qui n'était pas le cas de Charles VI. Oui, alors la femme de Charles VI était moins Bavaroise, appréciée déjà par la cour et aussi par Charles VI lui-même. Et donc il venait s'y rendre très souvent avec la petite reine. Il fallait se la coltiner, sa femme. Oui, il venait ici. Alors il laissait sa femme faire ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle faisait ce qu'elle voulait avec son frère, Charles VI. Oui. Et il venait ici retrouver aux dînettes ou aux dettes de chant d'hiver. Ouais. Et comme surnommée ainsi, la petite reine, on l'appelait la petite reine. Pas le cyclisme, c'est vraiment. Et elle s'occupait vraiment très bien de lui parce que il venait la retrouver ici, ça se passait très bien. Et donc, pendant ses excès de folie, il arrive ici. Alors, le vivier, lui, c'était pas trop son truc. Hein. Il y était quelques fois. C'est les cartes qui l'intéressent. Ouais, ah oui, les étangs. Les viviers, pour lui, c'est les viviers. C'est le vivier. C'est les viviers. Les viviers, parce qu'on élevait les carpes ici, et il en commandait entre 300 et 400 par an, qui étaient servis à la table du roi au Louvre, qui partaient du vivier pour le Louvre. Ouais. Et quand il venait ici, il était seul parce que la cour n'est pas admise ici. Et même la femme du roi de France, donc la reine, n'a pas le droit de venir si elle n'y est pas conviée. C'est vraiment très fermé. Et comme il est tout seul, la petite reine va promener un soir dans Paris et voit des gens jouer aux cartes. Et elle demande à Grimont-Pré, l'enlumineur du roi, de lui créer un jeu de cartes, mais spécial pour le roi. Donc il va lui mettre quelques grandes figures de l'histoire. Et pour la première fois, on va faire rentrer un visage féminin dans un jeu pour hommes. Tout à fait. Quel scandale. Ah là là. Oh, j'en suis encore retourné. Ah, moi, je peux plus. On voit quelques illustrations en ce moment même. Alors ça, c'est le tarot de Charles VI. Mais le tarot dit de Charles VI n'existe pas sous Charles VI. C'est vraiment le jeu de cartes tout à fait. Qui va être inventé. Et donc, à partir de là, on va faire entrer une femme dans un jeu pour hommes, c'est le début de la décadence, comme on disait. et donc, il va jouer à la cour quand la cour n'est pas là. Et ce jeu de cartes va rester dans l'histoire, puisque ce jeu de cartes va évoluer et va devenir le jeu de 52 cartes avec lequel on joue aujourd'hui au poker, au belote, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est curieux, c'est que ce roi qui aimait jouer aux cartes au vivier en compagnie de sa petite reine a fini par interdire d'ailleurs le jeu de cartes, parce que trop distrayant, trop détournant trop de la vie pieuse, de la vie de travail. C'est assez marrant d'ailleurs. Les jeux, généralement, ont toujours été plus ou moins interdits. C'est comme le jeu de dés, on l'avait interdit parce que les Romains, le jeu de dés était mal vu parce que les Romains avaient joué aux dés qui allait prendre les habits du Christ. Ah ouais. Donc c'est pour ça que d'accord. Il avait joué au dé. Intéressant. Alors du coup, je me permets de faire une petite transition vers la guerre civile bourguignon-armagnac et qui évidemment va sévir au fur et à mesure que le roi devient fou. Les factions s'affrontent et le royaume sombre dans la guerre civile. Et comment le vivier va passer à travers cette guerre civile avec des affrontements ou plutôt facilement? Alors, il y est passé, il arrive quand même réussi à passer à travers relativement facilement, malgré tout. C'est vrai. Et tout le monde a un profond respect pour le vivier, vraiment. Alors Charles VI, malgré tout, aura un profond respect pour le vivier, puisqu'il y passe, puisque à partir de Charles V, on ne devient roi de France que si on est sacré à Reims, bien sûr, mais il faut être sacré à Reims et repasser au vivier, prier devant le morceau de la croix. Sinon, il manque quelque chose à l'histoire de devenir roi de France. Il faut dire c'est que les successeurs de Charles V, on s'en rend pas bien compte, mais moi je m'en rends compte au fur et à mesure que je m'intéresse au personnage, auront toujours un très très grand respect pour leur ancêtres pour certains ou leurs prédécesseurs pour d'autres. On va parler tout à l'heure d'une ordonnance de Louis XIV, que je trouve sublime. Toujours une grande déférence envers le lieu de Charles V, et donc respecteront les lieux. Alors parfois évidemment le temps se chargera d'abîmer le lieu, notamment pendant cette période où les finances partent ailleurs. Mais en tout cas, les lieux construits par Charles V sont souvent respectés par les successeurs, et surtout par son fils notamment. Et on garde un profond respect pour ça, justement, parce que Charles VI ne devient pas roi de France s'il ne passe pas pour le vivier et qu'il ne prie pas devant le morceau de la croix du Christ à l'étage de la Sainte-Chapelle. Et Charles VI
paye de moins en moins son capitaine de la garde. Enfin, Ouais. il s'occupe pas vraiment Ouais. du vivier réellement, hein. C'est- Et ça va aller jusqu'au fait Il le que néglige même, hein. il le néglige. Il abandonne Et, son... et le roi d'Angleterre veut le vivier. Ouais. C'est psychologique. Tout le monde veut le C'est vivier. symbolique et c'est stratégique aussi, de par sa position au port de Paris. Stratégique, oui, oui, oui. Mais après, c'est pas vraiment défensif. Et le roi d'Angleterre veut le vivier. Il arrive ici avec ses troupes. Le capitaine de la garde de Charles VI, mal payé, se dit bon, je vais pas me battre pour si peu. Il descend les escaliers de la tour gouverneur, il donne les clés, il s'en va. Au moins, ça évite de détruire le château. Voilà. Ce que j'en pense. Hein, mais... Et donc les Anglais s'installent ici. Et puis, donc Charles VI, bien sûr, meurt par la suite. Charles VII devient le successeur de Charles VI. Et il y a ce problème-là. Oui, il y a Jeanne d'Arc qui essaye d'aider Charles VII à reprendre la France. Ah. Et donc, à un moment donné, ils doivent reprendre Paris. Mais Jeanne d'Arc a aussi cette position absolument indéfectible. Elle veut reprendre le vivier. Le problème du vivier, c'est que elle va passer par ici, toute la nuit, elle va réfléchir à se dire, est-ce qu'on attaque le vivier, est-ce qu'on le reprend? Est-ce qu'on l'attaque? Si on l'attaque, est-ce qu'on va abîmer la Sainte-Chapelle? Voilà, c'est ça. Et le morceau va croire. Ouais. Est-ce qu'une flèche mal lancée, un flambeau mal posé, pour mettre le feu, et on n'a plus de la vraie croix, et la Sainte-Chapelle brûle. Alors elle va se décider, on va défendre Paris, et ça va libérer Paris, et peut-être ça va libérer le vivier, les Anglais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. En ayant après Jeanne d'Arc, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà, en ayant libéré Paris, Charles VII va pouvoir se faire sacrer roi aussi, et une fois sacré roi, à Reims, du coup, ou à Paris, je suis très sûr de tout ça, mais en étant sacré roi de toute façon, Charles VII ensuite rapprochez bien votre micro. Charles VII étant sacré roi, revient ensuite au vivier, prier devant le morceau de la croix, et ensuite il est enfin roi. D'accord. Charles VII viendra au vivier et viendra prier dans le morceau de la croix. D'accord. Je savais qu'il avait boudé énormément. Il a boudé, mais France, même quand il aura retrouvé son pouvoir. Mais il devait. Mais il est passé quand même. Mais il était obligé s'il voulait devenir officiellement roi dans toutes les bonnes proportions du terme. Il se pliera à cet exercice, quoi. C'est intéressant. Hein. Alors du coup, on va arriver maintenant à François Ier. Oui, c'est ça. Voilà. Il est malheureusement passé au vivier lui aussi. François Ier, il a une particularité, c'est que c'est le dernier roi à avoir dormi au vivier. Oui, au vivier. Et quand on dit dormi, il faut être un petit peu plus précis. Hein. Allez-y. Il a réussi quand même à passer la nuit. Et pas dans ses appartements qui n'étaient plus assez bien entretenus. Il l'a passé dans les appartements des moines. Pas dans le manoir royal qui était déjà abîmé, quoi. Oui, ils avaient leurs appartements là aussi, les moines, mais ils faisaient froid chez lui. C'est pas vraiment très bien pour l'instant, mais il les a passés chez les moines. Il a passé la nuit, le lendemain tellement, je crois même que il lui pleuvait dessus parce qu'il y avait plu toute la nuit, il lui pleuvait dessus, il faisait froid, il en a eu marre. Et le lendemain, il est parti du vivier pour aller loger dans le château de Fontenay-Trésigny, qui était plus confortable, qui deviendra connu grâce au duc d'Épernon. Tout à fait. Mais qui existait depuis déjà Louis VI le Gros, et qui était déjà plus confortable, qui était au goût du jour, qui était entretenu, et comparé au vivier qui n'était déjà plus entretenu. Le château du duc d'Épernon, j'en profite, qui est dans un état déplorable, et vous avez fait un son de mon château sur ce sujet. Oui, tout à fait, et on essaye de... Mobilisons-nous pour le préserver. Hein. Normalement, pour le château du duc d'Épernon, alors pour faire une parenthèse, il y a le petit Antonin Grenier, un petit jeune Trésifontain qui s'occupe de le sauver, et normalement, c'est en pourparler, mais je suis allé au restaurant à Paris, on m'a présenté à une société qui a restauré le château de Pontchartrain, qui est Histoire et Patrimoine, et que j'ai voulu faire prendre contact avec Fontenay-Trésigny. Normalement, ils sont en pourparler pour le racheter et pour le sauver. Donc j'ai essayé de faire ça pour Antonin, et qui sera, si ça se fait, le grand sauveteur et le grand sauveur du château du duc d'Épernon. Et qui n'est pas aidé, le pauvre, à l'année. J'ai envie de lui dire grand merci à lui qu'il arrive à faire cela. Alors, on va faire sans transition pour essayer d'avancer dans le temps. On va parler un peu des guerres de religion. Est-ce qu'elles vont avoir des conséquences sur le vivier, ou est-ce que, comme la guerre civile Bourguignon-Armagnac, finalement, ça va passer comme une lettre à la poste? Après, sous Henri IV, il y a encore les guerres de religion,
j'ai perdu le terme de ces gens-là. C'est pas les frondeurs, parce que les frondeurs, c'est Louis XIV, mais... Les ligueurs. Les ligueurs, voilà. Les ligueurs, en fait, il va installer les ligueurs au vivier. D'ailleurs, qui nous ont laissé quelques graffitis. Et mais pas de destruction? Pas de destruction, non, ils vont habiter là et ils vont s'y cacher en quelque sorte. À François Ier, son époque, nous amène des fenêtres Renaissance. Les ligueurs nous amènent des fenêtres qui sont ouvertes dans la tour des Gardes et dans la tour Charles V, des anciennes meurtrières qu'on va ouvrir pour... Manoir Royal aussi, non? Dans le Manoir Royal aussi, un petit ça, peu, oui. Ça on va ouvrir des fenêtres... Enfin, dans le Manoir Royal, il y avait déjà des grandes fenêtres. Mais dans les tours, il n'y en avait pas des grandes. Et du coup, on va ouvrir les meurtrières en fenêtres un peu plus grandes, comme on le faisait au XVIIe, des fenêtres un peu plus larges, un peu plus grandes, et voilà. Et donc, les ligueurs vont nous laisser quelques graffitis. Voilà. Relativement religieux pour certains, quelques dates. Bon, mais pas rien de bien méchant. France particulière, donc ça fait un deuxième moment violent de notre histoire à travers lequel le vivier passe sans trop de dommages. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, même si on s'aperçoit déjà avec l'histoire de François Ier que le lieu vieillit un peu, mais en tout cas sans destruction majeure. Le dommage qu'il va avoir, c'est quand même Henri IV qui, à l'époque, on ne classe pas les monuments historiques. Mais par contre, on a une obligation de les entretenir quand on est le propriétaire. Et pour déclasser, en quelque sorte... Pour ne pas avoir à l'entretenir, c'est ça, hein. On le déclasse et on le... En quelque sorte, voilà, pour aujourd'hui ne pas avoir à l'entretien, on va le déclasser. À l'époque, il n'y a pas de classification, mais par contre, on va lui mettre une étiquette, c'est-à-dire qu'on va le dire en ruine. En ruine, c'est ça. Et c'est ce que va faire Henri IV. Donc il n'est pas en ruine, mais il n'est pas entretenu. Mais du coup, ça veut dire... qu'on n'a plus le droit, on n'a plus besoin de l'entretenir. On se désengage de nos obligations. Voilà, c'est ça. Et Henri IV va se désengager du vivier. Et alors ça va conduire, alors évidemment à un dépérissement du lieu, ça c'est sûr, mais aussi curieusement à un relâchement au niveau de la discipline monacale, j'espère bien le dire. Oui, parce que comme les rois de France, on sait qu'ils ne viendront plus forcément ici, et Louis XIII s'occupe du vivier vraiment de loin, les moines sont tout seuls, voués à eux-mêmes, et donc les moines vont commencer à avoir une vie relativement légère. Il y en a même qui vont se prendre la grosse tête et ils vont commencer à aller chasser en forêt. Et comme il leur manque de l'argent, c'est fou. C'est drôle. Moi, je les adore, ces moines-là. Ils étaient marrants, ils allaient chasser, ils allaient pêcher, ils faisaient des soirées. Ils ont même récupéré, parce que comme ils avaient plus d'argent et qu'ils n'entretenaient pas leur terrain, ils ont même démonter les pierres précieuses sur le reliquaire de la Sainte-Croix pour les revendre. J'ai lu ça dans votre livre. Tout à fait, ils ont récupéré les pierres remplacées par du verre de couleur. Et ils ont pris ça, ils les ont revendus, ils se sont payés des nanas. Pour des moines, ça me choque. Mais non, mais c'était des bons vivants. Une autre vision du patrimoine historique. Moi, ça me choque pas spécialement parce que bon, c'est des hommes, ils veulent s'amuser, ils ont qu'une vie. Et puis, quand on sait que déjà le pape faisait des orgies, pourquoi pas les moines? Certes, voilà. Mais bon. Eh ben, il faut pas se priver. Et alors, du coup, on en pense qu'on en veut, mais ce relâchement monastique va déclencher la réaction, pas de n'importe qui, du roi de France, Louis XIV. Louis XIV va intervenir et marquer une étape importante pour le vivier. Hein. Je vous laisse continuer. C'est-à-dire qu'en fait, ces moines viennent chasser sur les terres du marquis de Breteuil à l'époque, qui en a marre. Franchement, il commence à saturer. Il dit ça va 5 minutes. Donc le marquis de Breteuil, qui a l'approche et l'oreille de François d'Aix de la Chaise, confesseur du roi, qu'on appellera le Père Lachaise. Oui, tout à fait. Et dont le cimetière va prendre son nom. Et le Père Lachaise se dit, c'est vrai que ça part quand même un peu n'importe comment, cette histoire. Et donc il va voir le roi, il lui dit... le château du Vivier, votre château n'est plus entretenu, et la Sainte-Chapelle royale, palatine de Charles V, est en train de... Enfin, tout part en couille. Et le roi va prêter oreille, hein, ce qui peut paraître pour finalement un élément banal, d'un monument dit en ruine. Ouais, il va absolument prêter l'oreille parce que le Vivier, quand même, l'intéresse beaucoup. Il y a une légende qui dit que le roi aurait même voulu s'installer au Vivier. Ah bon, d'accord. Alors, mais c'est une légende. Mais bon, derrière chaque légende, quelquefois, il y a un petit bout d'histoire. Et donc, il
s'intéresse quand même de très très près à cette histoire du vivier. Et il va y venir. Et en mars 1694, il se déplace jusqu'au vivier, vient visiter le vivier. Il va se déplacer, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il vient visiter le vivier et vient récupérer la Sainte Croix. Et il vient aussi, alors quelque chose d'assez important pour le vivier et qui marque quand même encore quelque chose d'un peu plus dur que ce qu'a fait Henri IV. Sa fameuse ordonnance. Hein, il va faire l'ordonnance du vivier où il va fermer. Elle est colossale cette ordonnance. Voilà, il va fermer le vivier et il va rapatrier les moines du collège de chanoines du château du Vivier au collège de chanoines de Vincennes. Où il va, en attendant d'organiser le transfert, il va faire organiser et faire aménager des appartements pour les moines du Vivier au château de Vincennes qu'il va transférer, et il va laisser un seul moine au Vivier qui va avoir à charge l'entretien du château jusqu'à la fin. Donc forcément, il va l'entretenir au minimum. Et sous Louis XV... Je remonte l'ordonnance qu'il a publiée, moi que j'adore, puisque donc il prend cette décision de transférer les saintes reliques à Vincennes. Ce qui montre encore plus le lien entre Vincennes et le Vivier, mais surtout dans son texte, il va rendre un hommage vibrant à son prédécesseur, hein, la façon dont il parle de Charles V, et que pour régler le problème de la déliquescence des mœurs monacales, tout en gardant le respect à son prédécesseur, qui n'est même pas son ancêtre, c'est ça qui est fort aussi. Hein. Son prédécesseur, il va rassembler les reliques à Vincennes, un autre haut lieu de construction de Charles V. Et cette ordonnance est magnifique d'humilité et de piété et d'hommage envers son prédécesseur. Moi, je la trouve superbe. Hein. Je l'ai passée à 2 reprises. Non, puis il est... C'est vraiment avec un profond respect qu'il fait ça. Et Louis XV, lui... de toute façon, Louis XV. Et Parthenay, il ne voulait pas être roi, mais... Qu'est-ce qu'il a été nul. Arrivons-en à Louis XV, justement, qui va proclamer, je ne sais pas si c'est le terme, mais l'extinction définitive de la Sainte-Chapelle. Tout à fait, tout à fait. Et il va même donner le vivier aux moines qui se trouvent à Vincennes. Oui, il va donner le vivier aux moines, exactement. Et eux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On n'y est même pas. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont le mettre en location, en fait. C'est ça qui va se passer. Ils sont même pas, ils savent pas quoi en faire, ils vont le mettre en location. C'est ça. Et là, c'est... Sur Uban, voilà, sur Uban. 14. Et après, il y aura le maître de Courtigny, et qui vont le louer, et qui vont... faire des étables dans l'ancien manoir royal. Enfin, ils vont faire dans la Sainte-Chapelle, ils vont faire une grange. Alors, la Révolution arrivant, bien sûr, le vivier et eux, ils vont louer. Et à la Révolution, le vivier est confisqué et vendu comme bien religieux. Alors, classique. En tant que locataire, lui, il le rachète. Les étables dans le manoir royal, la Sainte-Chapelle qui devient une grange pour ranger le foin, le foin va prendre feu, la Sainte-Chapelle et le manoir royal vont complètement brûler, et donc voilà, déjà ça c'est gênant. Le maître de Courtigny qui va vouloir rentabiliser le château en vendant les charpentes et les toitures. Donc on va tout démonter, puis après il va vendre les pierres, ils vont démonter les courtines, et puis il y a la route qui passait au milieu. Passait au milieu, les gens se servaient des pierres du château, puisqu'ils passaient au milieu dans il y avait une pancarte il y avait une pancarte qui disait location de baramine pour démonter les pierres. C'est vraiment un tournant qui va faire changer le destin comparé entre Vincennes et le Vivier. C'est évidemment, il y a cette histoire de translation des reliques, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est un premier tournant, mais un autre tournant, c'est vraiment le fait que le bien religieux soit vendu à la Révolution, ce qui n'a pas été le cas de Vincennes. Vincennes a failli être vendu, on en parlait hier, par Louis XVI, qui n'a pas réussi à le vendre, mais qui a essayé de le vendre. Mais par contre, la Révolution ne va pas mettre en vente Vincennes, ce qui va certainement permettre, avec différents aléas évidemment, mais de préserver quand même Vincennes tel qu'il est aujourd'hui, alors que le Vivier n'a pas eu cette chance. Oui. Et puis justement, les moines de Vincennes et le Vivier ont beaucoup souffert de ça, puisque du coup, à Vincennes, pareil, les moines ont été mis dehors. Alors on va du coup arriver maintenant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, au sieur Parquin, à Maître Parquin, qui est le grand sauveur. Après Charles V, le grand constructeur, Parquin, le grand sauveur. C'est-à-dire que Parquin était déjà propriétaire des étangs. Et quand le maître de Courtigny commence à ne plus forcément avoir beaucoup d'argent et qui essaye de vendre les pierres, vendre, Parquin se dit, tiens,
on ne peut pas le laisser tomber. Et il décide de racheter le domaine intégral et sauve ainsi le vivier. Et il organise des fouilles archéologiques au vivier. C'est comme ça qu'on retrouve dans la tour du prisonnier donc ce squelette où il va faire inviter. Et il va inviter beaucoup de monde et notamment la famille du Sumrar. Vous savez, cette famille qui est la famille fondatrice du musée de Cluny à Paris, le musée national du Moyen-Âge. Il les invite au vivier. Il invite beaucoup de monde au vivier, vraiment. Et il sauve le vivier. C'est aussi Maître Parquin, c'était l'avocat de Fieschi, la machine infernale. Il aimait bien s'amuser. Il avait fait inviter aussi Achille Jubinal, qui était un politique, qui était un député, qui était historien, et à qui il va faire une frayeur aussi dans le magasin médiéval d'ailleurs. Et il va inviter beaucoup de monde de l'autre, du monde du littéraire, qui vont venir faire connaître le vivier et vont faire rentrer l'histoire du vivier dans les livres et dans le patrimoine collectif. Et alors du coup, donc les destructions rapides s'interrompent, mais il n'en reste pas moins qu'on a une illustration là, du vivier en 1829. C'est vrai que le vivier est dans un état qui n'est pas qui est dans un état proche d'ailleurs de celui qu'on a actuellement. Donc le vivier a vieilli prématurément avant d'être sauvé par le sieur Parquin, quoi. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs pour le château du Duc d'Épernon. À partir du moment où on enlève les toitures, c'est gênant, hein. Tout le camp, le château du Duc d'Épernon, c'est ce qu'ils se sont fait. Ils ont enlevé les toitures. Alors, il faut se mettre dans leur tête. Hein. C'est vrai que qu'est-ce que ça a à foutre sur un château, une toiture? Bah oui. Quelle idée, hein. Non, mais voilà, une fois qu'on enlève les toitures, tout tombe vite, très très vite. Ça va très très vite. Et ici, bon, on va quand même refaire la Tour des Gardes. La Tour des Gardes qui a été refaite dans un style vraiment... C'est romantique. Ils ont fait une fenêtre là-haut parce qu'ils ont fait un jardin poétique et romantique. Et il y a une fontaine, la fontaine Saint-Pépin, donc pour essayer d'aller attraper les nanas. Et si on l'a pas réussi à l'attraper là, on a toujours la chance de monter en haut de la Tour des Gardes où on a fait une fenêtre Renaissance, où en faisant cette fenêtre Renaissance, on a complètement cassé l'ancien chemin de ronde, mais bon, c'est pas grave. Et on a une vue sur le domaine et sur les étangs. Et donc voilà. Et au 19e siècle aussi, c'est aussi l'époque d'Allan Kardec. Et au premier étage, sur le sol, il y a un tracé parce qu'on faisait les appels aux esprits dans cette tour pour essayer de parler au roi de France, pour essayer de trouver leur trésor. Tout ça, c'est l'époque de Parquin. Qui s'amusait à tout ça. Il faisait des appels aux esprits. Hein. D'accord, déjà dès Parquin. D'accord, j'aurais situé soit plus tardivement dans le 19e, mais d'accord. Même il adorait ça, faire des appels aux esprits. Il essayait de parler à Charles V, à Louis XIV. Il essayait de... Ah ouais, il était passionné par cette maison. Je souhaite d'avoir réussi. J'aurais plein de choses à lui dire aussi. Et hélas, le sieur Parquin n'est pas immortel, puisqu'il va décéder, alors je crois qu'on est 1835, quelque chose comme ça, de mémoire. Hein. Et plusieurs propriétaires vont se succéder, on ne va pas tous les lister, parce que certains n'ont pas, hélas, trop d'impact sur le vivier, en tout cas pas d'impact positif. Il y a par exemple Sabatier, le ministre Sabatier par exemple, qui lui va utiliser son réseau quand même. Hein. Oui, il va faire des travaux. Hein. Il va faire des vrais travaux au vivier. Sabatier est ministre plénipotentiaire et il est en Égypte. De Louis-Philippe, c'est ça. Hein. De Louis-Philippe, et il va faire venir d'ailleurs ici au vivier un papyrus, le papyrus qu'on appellera le papyrus de Jumillac. Jumillac, c'est ça. Oui, t'as fait aussi. Et qui est extrêmement long et qui est aujourd'hui au Louvre et qui un papyrus extraordinaire qu'ils ont découpé au 19e siècle parce qu'il était trop long. Oui. Ils en ont fait des belles au 19e. Heureusement qu'on avait des intellectuels comme ça. Enfin, ils avaient une façon de conserver le patrimoine qui était différente de la nôtre. Quoi. Non, on avait des grands intellectuels. Quoi qu'on en retrouve, on commence à revenir au niveau de l'époque. Donc il rénovait sans se poser de questions, quitte à faire des raccourcis. Parfois, il prenait des libertés. Qu'on ne comprendra pas aujourd'hui, mais c'est une autre façon de préserver le patrimoine. Pas aujourd'hui, ils en font des belles aussi. Hein. On rénove de moins en moins faute d'argent, mais ça c'est un autre débat. Des intellectuels et des politiques qui sont très très graves aujourd'hui. Et alors on aura après Sabatier, on aura alors je crois qu'il est vicomte, si je me trompe, mais Pertuis, voilà, c'est ça. Famille de Pertuis. Qui lui va trouver un usage bien particulier, on va le voir au vivier. Il va faire un élevage de poneys Shetland. C'est ça. Et le vicomte de Pertuis va rester un temps ici. Alors entre, ils vont y rester quand même un certain temps, hein, les Pertuis, mais pas.
il va pas y avoir une grande différence. Alors avec Parquin, lui, il va faire construire une maison un peu plus loin, et que Sabatier et surtout les Pertuis vont agrandir. Oui, alors, pas au Vivier, hein, un peu plus loin. Domaine, j'ai pas l'illustration parce que. Du château. Ah d'accord. Mais c'est où sur le domaine exactement? C'est l'entrée quand même. Hein. Alors après, les Pertuis, les vicomtes de Pertuis, à un moment donné, dans les années 60, vont vendre ce qu'ils ont. Ouais. Ils vont vendre le château de Nandy et le Vivier, mais le Vivier, ils vont le diviser en 2 parties. D'accord. Et la famille Lotte va acheter l'ancienne maison de Parquin et des Pertuis, et Robert Cousin va acheter les communs. Les communs. Les communs. Voilà, c'est ça. Il va racheter la partie ici. Toute cette partie-ci. Celui qui a fait le monument en fer à cheval qu'on a vu tout à l'heure, que je vais essayer de vous remontrer. Le monument en fer à cheval existait déjà, mais c'est lui qui va le restaurer parce qu'à l'époque où il arrive, le Vivier est dans un état vraiment, franchement lamentable. Donc là, on est au début des années 60, hein, c'est ça. Le Vivier est dans un bois. Oui, la végétation a repris ses droits. On se promène dans un bois, et dans le bois, il y a des murs. C'est le Vivier. Oui, c'est ça. Des murs dans un bois. Voilà, c'est ça. Et lui, il va commencer il va le sauver puisqu'il va enlever tout ça. Il va tout enlever. Tous les arbres, il va les arracher. Il va transformer, il va faire déclasser les communs pour pouvoir, faire déclasser même le site pour pouvoir faire des travaux sans être embêté. Et dans les communs, qu'il va faire dans un style de fer à cheval, il va ouvrir des fenêtres qui va lui donner des allures d'architecture victorienne. Et le Vivier il faudra attendre le mois d'octobre 1996 pour que le Vivier soit reclassé. Seulement, 1996 seulement, hein, c'est surprenant. Hein. Alors qu'il avait déjà été, on a des traces, alors on ne le voit pas dans la liste, c'est ça qui est dommage, mais on a des traces comme quoi il aurait été déjà classé en 1875. Mais il sera reclassé en 1996, et donc grâce à ces travaux, il va faire un salon de thé, salon de mariage, il va faire des tournages de films. On a reçu le Capitaine Fracasse avec Jean-Marie. Et donc voilà, c'est pas mal de choses qui ont été faites grâce à Robert Cousin, qui est l'inventeur de la brillantine. La brillantine, tout à fait, La brillantine. Gervaflor ou quelque chose comme ça, son entreprise? Alors lui, c'était Roja. Roja, je sais pas comment on prononce ça à l'espagnol. Lui, c'était Robert Cousin, il y avait son frère Jean. Ah, ils ont fait tous les deux, ça a fait la brillantine, Roja. Et la brillantine, ça a été racheté par L'Oréal et c'est ce qui a fait sa fortune. D'accord. Grâce à ça, il a racheté le Vivier. D'accord. Il a investi beaucoup de temps et d'énergie. Et d'argent, vraiment. Il a investi pour le Vivier. Il a fait d'énormes travaux. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui, justement, il y a des mariages, puisque ces salons, à un moment donné, le Vivier, les communs, sont transformés en discothèque. Discothèque, j'allais en parler, Ça s'appelle la discothèque L'Amnésia. L'Amnésia. Et dans laquelle Michel Polnareff, d'ailleurs, viendra passer des nuits insoupçonnables. Il avait pris un hôtel à Fontenay-Trésigny. Il était à un moment donné où ça n'allait pas. Je crois que c'est même là qu'il a écrit sa chanson Marie-Lou. À la Fontenay-Trésigny. D'accord. Et il venait en boîte de nuit dans l'Amnésia au Vivier. D'accord. Voilà. Parce qu'il logeait pas très loin, quoi, c'est ça? Il logeait à Fontenay-Trésigny, c'est la ville voisine, on est à... c'est marrant. On est à 3-4 km. Et donc voilà, et ensuite cette boîte de nuit est restée un temps avec la SARL-CDV qui ensuite va arrêter cette discothèque au profit des mariages qui font connaître toujours le Vivier et qui l'entretiennent surtout. J'avoue qu'en tant qu'un des représentants, je ne suis pas le seul, de la Société des Amis de Vincennes, je pense que maintenant que nous connaissons mieux le château du Vivier, on y est intimement reliés, puisque c'est le père et le fils, le Vivier et Vincennes, le Vivier étant le père, contrairement à ce qu'on peut croire, antérieur en tout cas, le frère aîné, on va dire. Et donc on est particulièrement attachés. J'espère que cette conférence aura permis de bien présenter le lieu et de le rendre plus connu et plus apprécié des amateurs d'histoire. J'espère que la qualité a été au rendez-vous, car nous sommes dans un château avec des murs de 3-4 mètres d'épaisseur. Ah non, il faut juste 1 mètre d'épaisseur. 1 mètre seulement? Ouais.
Je sais pas, oui. c'est peut-être mon son. Je mesure mal avec l'œil alors. Mais enfin, 1 mètre quand même. C'est peut-être mon son qui marche pas, non? C'était peut-être. Non, ça marche, mais c'était peut-être la position du micro actuellement. Mais là, en tout cas, présentement, ça fonctionne. Donc j'espère que tout s'est bien passé. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous pour votre attention. Et à très vite pour un prochain live des Amis de Vincennes. Nous sommes en train d'élaborer le prochain épisode. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je ne m'avance pas. Mais à très vite. Et rappelez-vous que vous avez nos conférences en présentiel physique à la Maison des Associations de Vincennes, comme avant, comme en 2021, comme en 2020, comme en 2019, comme en 1910. Vous avez la possibilité de venir en présentiel. Et si vous n'êtes pas disponible, il y a des conférences en live comme aujourd'hui pour tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. J'espère que vous avez bien apprécié. À très vite avec les Amis de Vincennes, avec le Château du Vivier, avec Gaëtan. À bientôt. Et je sonne la fin.